hop, vous retrouverez en replay sur SharePoint et j'enverrai le SharePoint dans le chat à la fin de la présentation. Et je propose de commencer tout de suite avec Stéphane qui a mis sa caméra. Et si tu es prêt, je te laisse partager ton écran. Ok, ça marche. Bon, bonjour à tous et à toutes déjà. Donc avant de lancer le partage de mon écran, vous me voyez un petit peu de visu. Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Stéphane Dumont, je suis Product Manager Protect Device au sein du Value Center Protect, comme son nom l'indique. Ça fait 5 mois que je suis arrivé chez Soprasteria pour prendre le poste de Product Manager en provenance de la DSI, de la police et de la gendarmerie nationale. Voilà. Donc maintenant, je vais lancer la présentation. Je prends le partage d'écran. Laissez-moi 30 secondes. Est-ce que vous voyez mon écran? Loïc, tu peux confirmer? Oui, on est bon, je Oui. Eh confirme. ben, super. Déjà, je suis particulièrement heureux de vous présenter le produit Protect Device aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais faire un point sur ce qu'est un device. Alors, je préfère le terme d'endpoint pour ce qui me concerne. Parce qu'un endpoint, c'est un point de terminaison du système d'information et c'est assez vaste dans son acception. Ça part déjà de ce qu'on connaît habituellement. De manière traditionnelle, on pense assez rapidement à la workstation, donc laptop, poste fixe. On pense également au serveur physique, serveur virtuel. On pense également aussi aux smartphones et tablettes, donc iOS, Android. On pense un peu moins aux Chromebooks, qui sont une évolution d'un OS Android sur une format PC. On pense encore moins aux conteneurs, par exemple, ou au workload, sur la partie serverless notamment. Donc c'est assez vaste et assez large. Il y a aussi mentionné sur la slide toute la partie IoT notamment. Euh, donc c'est assez vaste. Au jour d'aujourd'hui, comme je vous présenterai un peu mes produits, mes offres de services tout à l'heure, j'adresse pas tout le périmètre. Voilà. Mais c'est en tout cas dans mon scope pour 2023. Donc je m'intègre au sein de la division cyber entre les trois value centers. Donc c'est un schéma que vous connaissez, hein, le triptyque Prevent, Protect et MDR. Je souhaitais le mentionner ici, le rajouter ici parce que ça va être un peu le fil rouge de ma présentation. C'est essayer de démontrer que en tant que Protect Device, je suis pas seul. Voilà, je travaille pas seul dans mon coin à protéger les endpoints, mais j'ai des interactions avec essentiellement MDR, mais aussi Prevent de temps en temps, évidemment pardon, les autres produits de la partie Protect. Alors, l'objectif de Protect Device, c'est de réduire la surface d'attaque d'un système d'information en lien avec un endpoint, au sens large du terme, comme je l'expliquais tout à l'heure. Un peu selon le principe du zéro trust et de la défense en profondeur. On est vraiment sur ce principe-là. Pour ça, donc, on se base sur différents frameworks. Alors, moi, en tant qu'ancien de DSI, le NIST me parle bien, les ISO 27001 aussi, par exemple. Ça permet d'assurer la couverture globale du risque par des moyens qui permettent de réduire le risque à une valeur acceptable. Donc ça, c'est plutôt côté DSI. Et côté, nous, ESN, on est plutôt basé sur Mitre, de manière plus pragmatique et plus concrète, avec une réduction du risque lié à des scénarios d'attaque et des moyens, et donc la mise en place de moyens de défense en lien avec ces scénarios d'attaque de la matrice Mitre Attack et pour le coup Mitre Defend. Donc vous reconnaissez quelques tactiques, enfin les tactiques Mitre Defend, ainsi que quelques techniques qui s'appliquent au produit Protect Device. Alors, je vais être honnête, c'est la cible que j'ai. Si vous prenez la tactique deceive, par exemple, donc la déception, le fait de tromper l'ennemi, de leurrer l'ennemi, je ne l'ai pas encore mise en œuvre. Alors, je sais que certains produits de sécurité que j'ai dans mon portefeuille, notamment Arfanglab, le font, mais je n'ai pas d'offre de service encore associée. Mais ça viendra. Voilà. Donc l'idée, c'est de se baser sur ce framework-là pour mapper avec mes produits de sécurité de la partie Protect Device et arriver à couvrir le risque par rapport à des scénarios d'attaque qui seraient le plus plausible au sein d'un contexte client particulier. Alors, à date, voici mes offres de service. Donc aujourd'hui, on est sur de l'EPP, de l'EDR et du MTD. Alors, EPP, c'est l'anti-malware, hein, typiquement. L'EDR, Endpoint Detection and Response, et MTD, c'est la partie protection des terminaux mobiles. J'ai donc trois équipes.
3 offres de service, et ces offres de service au sein de ces offres de service sont divisées parfois plusieurs équipes, mais toutes ces équipes ont à peu près la même méthodologie. C'est-à-dire qu'en gros, c'est du service manager, je fais du build, du run en MSO MCS. Je fais aussi du conseil, du benchmark et un peu de POC de temps en temps, à la demande. Et toutes ces activités sont basées sur un catalogue de services bien formalisé, qui est issu à la fois de ce qu'on est capable de faire, mais aussi de notre retour d'expérience vis-à-vis des clients existants, pour essayer d'adresser au mieux le costing en fait, entre ce qu'on est capable de faire, en combien de temps on peut le faire et ce que ça implique comme financement par un client. Voilà. Donc je vais détailler un peu la partie EPP. Donc l'anti-malware, rapidement, donc en gros c'est un outil de protection du endpoint traditionnel, qui est présent sur les parcs informatiques de quasiment toutes les entreprises et administrations du monde entier, qui constitue la première ligne de défense et qui fait la comparaison de charges virales par rapport à une base de signatures qui est récupérée à fréquence plus ou moins régulière. Donc c'est une défense contre les menaces connues. Il y a un petit peu d'attaque, enfin de détection, pardon, et de remédiation liée au comportement de fichiers, mais ça reste assez basique. Voilà. Donc là, j'ai plusieurs clients. Donc j'ai 3 équipes qui adressent ces problématiques. Donc au profit d'Airbus Aircraft, une équipe de 4 équivalents temps plein. Pour Helico, c'est un équivalent temps plein. Et j'ai une équipe également qui s'occupe de la protection, donc en lien avec les RSO, des clients qui sont hébergés dans nos plateformes d'hébergement sur Marcoussis. Donc j'ai 3 équivalents temps plein. Alors comprenez bien que pour un équivalent temps plein sur Airbus Aircraft, pardon, Helico, c'est pas tenable. C'est-à-dire que si j'ai une seule personne qui s'occupe de ça, le jour où elle n'est pas là, elle tombe malade, elle est en congé, j'ai un souci de délivrer et de production. Donc je suis obligé de tenir en compte de ça pour mutualiser mes équipes. Donc c'est cross d'ailleurs, offre de service, hein. Des gens de l'EPDR bossent sur le PP et vice-versa, sur le MTD aussi d'ailleurs. Donc l'idée pour moi, c'est de mutualiser au maximum mes équipes pour essayer de massifier en fait mes coûts récurrents et mes coûts transverses pour obtenir un niveau de rentabilité maximal vis-à-vis de mes clients. Sur la partie EDR, donc je ne vais pas trop détailler parce que sinon Clara m'en voudra après, puisqu'on va vous présenter plus en détail la partie EDR. Pour résumer, c'est une évolution d'un anti-malware. On est sur une protection, une détection surtout. Voilà, le mot-clé, c'est détection de signaux faibles liés à un comportement. Voilà, peu importe quel type de comportement, basé sur le endpoint. Il y a un élément important également, c'est que c'est marqué en anglais, MDR enabler. Donc ça permet à d'autres équipes derrière de disposer de métriques, d'informations, de logs, enfin de tout ce qu'on veut, de signaux faibles, pour pouvoir agréger ces données, les traiter et y remédier. Voilà, ça c'est super important. Donc c'est ce que j'explique, c'est donc une deuxième ligne de défense des endpoints. L'équipe est constituée de 7 équivalents temps plein, mais je laisserai Clara vous en détailler l'activité tout à l'heure, d'ici une quinzaine de minutes. Sur la partie MTD, globalement, c'est un mix des deux. Donc, on est sur l'EPP et l'EDR, parce que c'est une fonction d'anti-malware, mais des capacités aussi de remédiation. Pas toutes les techno. Parfois, il faut les coupler des outils de MDM, donc de Mobile Device Management, qui permettent de faire de la remédiation sur sur le smartphone ou la tablette en elle-même. Donc j'ai essentiellement comme client Airbus Aircraft avec 2,3 FTE pour adresser le sujet. Donc actuellement j'ai environ 700 000 assets qui sont protégés, hein, si on prend les 3, EPP, EDR et MTD, pour essentiellement des clients grands comptes. Et c'est d'ailleurs ce que je recherche, pour mutualiser des équipes. Et pour pouvoir bénéficier de l'avantage de cette mutualisation, il faut impérativement que j'adresse des périmètres assez importants pour pouvoir recruter grâce au financement apporté par ces entreprises importantes. Voilà. Si j'ai trop de petits clients, ça ne marchera pas. Ça impliquera trop de trop de technologie, trop de clients, trop de connaissances contexte client, et ça, c'est pas possible en fait. Donc j'essaie de resserrer en fait mon portefeuille de clients aux gros clients. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, la suite. Donc ça, c'est à date. Mais je m'intéresse à deux sujets en particulier. Alors, je vais commencer par le CWPP. Je vous ai parlé tout à l'heure des conteneurs, par exemple, comme type d'endpoint.
J'ai pas d'autoservice aujourd'hui sur le sujet. Donc, dans le cloud, je peux protéger un asset de type VM monté dynamiquement en IaaS, mais en gros en scriptant, en faisant du LDR as code, voilà. Mais je suis pas capable de faire plus pour l'instant. Donc il y a un sujet, donc c'est en lien avec les équipes de Pierrick sur la partie cloud, mais aussi, je pense, avec les équipes de Protect Application, les équipes de Fabien Puisson, puisque un container, en fait, il a un cycle de vie. C'est un pipeline CI/CD avant mise en production sur un environnement cloud. Et la protection apportée par les éditeurs, donc avec qui je commence à être en contact, pour essayer de dégrossir le sujet, c'est de protéger le conteneur depuis sa phase de création, enfin de conception, pardon, de développement, jusqu'à sa phase de vie, enfin de pop en fait. On les met en place dans un orchestrateur de conteneurs, peu importe lequel d'ailleurs. Et donc il y a une couverture du risque cyber tout au long de ce cycle de vie. Donc ça fait appel à différents produits. Donc le Protect Device, parce qu'une fois que le conteneur est positionné et qu'il fonctionne, bah, c'est un endpoint quelque part. Mais quand on est dans la phase de conception, c'est plus une application. Donc en fait, on est à cheval entre plusieurs produits au sein du Value Center Protect. Donc ça reste encore à cadrer avec Pierrick et Fabien notamment. Donc ce que j'ai marqué dans la slide, c'est on est vraiment sur du DevSecOps plus du device en bout de chaîne. En second point qui m'intéresse également, c'est la partie XDR. Donc l'EDR permet de remonter des signaux faibles liés à des comportements anormaux de manière centralisée, mais uniquement sur la partie endpoint. L'XDR, c'est vraiment une vision, enfin une version unifiée de produits de sécurité qui existent à l'heure actuelle et qui permettent de remonter des signaux faibles de toute source de données. Donc, on est sur du endpoint, mais pas que. Ça peut être aussi du mail, ça peut être des équipements actifs du réseau, enfin voilà, plein de choses en fait. Et l'avantage du XDR, c'est effectivement d'avoir une console unifiée, ce qui permet de générer des coûts de maintenance et des coûts d'exploitation moindres pour les équipes de détection et de réponse à incidents, notamment. Voilà. Avec des capacités d'automatisation un peu plus, alors, je ne vais pas dire poussées et facilitées, mais en tout cas vendues comme telles par les éditeurs de XDR. C'est une approche qu'on commence à pousser côté Airbus, tout doucement, parce que Airbus c'est comme un paquebot, donc faut pas, voilà, c'est compliqué. Mais c'est une approche qu'on est en train de faire émerger dans la tête de décideurs côté Airbus, avec notamment l'approche OpenXDR avec Sequoia et, voilà. Alors pour illustrer tout ça, ah non, avant de passer au cas d'usage, tant pour moi. Donc aujourd'hui, j'ai deux types de technologies qui concourent à l'EPP, l'EDR et au MTD. Des technos qui sont SaaS, des technos qui sont on-prem. Parmi celles-ci, j'ai des technos qui sont souveraines, parce que le marché est ainsi. On sent quand même une percée de la recherche de souveraineté. Et donc j'ai deux solutions de DR-EPP, parce qu'il y a un mix des deux en fait. Même si la partie EPP n'est pas forcément super bien faite, pour être honnête, chez Tetris et Airflow Lab, puisque c'est uniquement compatible avec les versions Windows notamment. Mais c'est vraiment un besoin identifié côté client que je me dois d'adresser. Alors ces situations sont, enfin ces logiciels, ces solutions technologiques ne sont pas figées dans le temps. C'est pour ça que j'ai insisté sur le mot today dans la slide, c'est que c'est constamment remis en question. Donc ce qui était valable il y a 2 ans, par exemple, je ne citerai pas de nom, mais ça commence par Fire et ça finit par Hype, par exemple. C'est quelque chose qu'on a poussé côté Sopra il y a 2-3 ans et sur lequel désormais moi je souhaite me désengager pour diverses raisons. Donc c'est évolutif. Voilà. Et pour ça, on a une matrice de décision qui permet pour les différentes technologies du marché, généralement les leaders, selon les études Gartner, Forrester, etc., mais aussi notre propre expérience, par rapport à un contexte client, par rapport à un mapping MITRE, etc., puis contexte client à 360 degrés, ça peut être aussi financier, ça peut être par rapport à des contraintes métiers propres à un client. Bon, on a une matrice de décision qui permet de dire, écoutez, voilà, nous, notre conviction, dans votre cas d'usage, c'est telle technologie. Alors,
bien entendu, je ne peux pas, moi, avec une équipe réduite, adresser l'ensemble des technologies du marché. Ce n'est pas possible. Donc, chaque année, je suis contraint, mais c'est bien, de devoir me poser des questions sur l'évolution du marché par rapport aux éditeurs et voir un peu quelle est ma cible et ma conviction en la matière. C'est pour ça qu'on fait régulièrement des évaluations, des benchmarks, des POC sur différentes technologies. Donc, l'idée, c'est d'essayer de les faire financer par des clients, mais pas que. Et pour donc illustrer tout ça également, je voulais aborder avec vous un cas d'usage. C'est vrai que j'ai insisté pas mal sur le fait qu'on n'était pas en silo, donc le Protect Device, sur l'avenir, aller bosser avec Protect by Design, avec Protect Application, avec d'autres également sur la partie sous le PP. Mais même à l'heure actuelle, je bosse pas mal avec les équipes de MDR. Donc, que ce soit les équipes de Detect, essentiellement, le SOC, voilà, puisque le DR est un MDR enabler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais aussi avec la CTI, avec la VEST, donc avec toute la partie MDR qui concourt à fournir une valeur cyber aux clients. Alors sur le parti SNCF, c'est quand même un gros scope, hein, donc c'est le sujet, le projet Endpoint Protection et le projet Cockpit 3. J'ai 2 EDR, donc dont j'assure la maintenance, donc du MDE, Microsoft Defender for Endpoint, pour la partie Workstation, quand même 125 000 machines, hein, c'est pas rien, et la partie Cortex de Palo Alto pour les 25 000 serveurs, et c'est pareil, c'est un parc assez conséquent. C'est le plus gros parc que j'ai d'ailleurs à gérer dans mon périmètre. Alors j'ai Airbus qui va commencer à le concurrencer, mais pour l'instant, voilà, on est au top de ce que je peux faire. Et je m'en excuse par avance par la slide suivante, auprès des éventuels collaborateurs de l'équipe, des équipes solutions infra ou qui participent à la conception de l'infra mise en œuvre dans le projet Cockpit 3. Mais c'est parce que je récupère ce schéma d'architecture directement depuis le kick-off. Donc je sais pas, et c'est en octobre 2022, donc je ne sais pas si depuis ça a pu évoluer, mais c'est pas grave en soi. Ce que je voulais montrer par ce schéma, 2021. 2021, tant pour moi, merci. C'est Inès, c'est ça? Ouais, oui. Oui, cher collègue. 2021, tant pour moi. Donc, sur ce schéma, ce qui est important de noter, et je pense que ça n'a pas dû bouger beaucoup, c'est qu'en bas à gauche, vous avez la partie EDR, donc poste de travail et serveur, qui communique à la fois avec les équipes des techs via des SIEM, avec des orchestrateurs type SOAR pour faire de la remédiation automatique sur justement les EDR ou d'autres sources de données. On voit aussi la boucle de rétroaction avec la CTI qui intervient. Donc voilà, ça montre que tout le monde bosse ensemble, à la fois sur la partie conception, mais aussi sur la partie run derrière, entre les équipes de Protect et les équipes de MDR, pour le coup. Voilà. Ça concerne moins Prevent, mais voilà. Ça me paraissait intéressant de vous montrer que Protect Device a aussi des offres de services à vous apporter. Et puis, comme j'ai l'habitude de le dire, hein, mon bureau, ma porte de mon open space est ouverte. Donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer si vous voulez plus de détails. Et n'hésitez pas en tout cas à poser des questions, puisque j'en ai terminé la présentation. Voilà. Et Ok, merci à vous de votre attention. Et je vais tout de suite départager mon écran et revenir sur la vidéo. et merci beaucoup pour cette présentation. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez directement prendre la main et vous démuter. Ou vous pouvez écrire dans le chat et je lirai vos questions, il n'y a pas de souci. Ah, j'ai oublié, on est au 3e étage. Et au 2, quand vous sortez de l'ascenseur, juste à gauche, tout au fond, près du radiateur. Je pense qu'on va pas avoir de questions. Du coup, si on n'a pas de questions, on peut passer à la suite. Du coup, avec Clara qui va nous faire un focus sur l'EDR que tu as expliqué précédemment. Enfin, C'est moi la suite, ouais. voilà. Yes, bon Clara, c'est bon, tu m'en veux pas, j'ai pas trop des fois le sujet. Non, non, t'inquiète.
C'est bon. Ça marche. Ok. Bon, Clara Sorita, team lead sur la partie MSSPEDR. À toi, Clara. Ouais, j'essaie de trouver comment on partage un écran. Est-ce que tout le monde voit? On est bon. Nickel. Donc, merci beaucoup, Stéphane, pour avoir présenté toute la partie Protect Device et introduit la notion EDR. Donc, mon équipe et moi, on gère, comme son nom l'indique, les EDR, hein, sans surprise. Et l'idée, c'est de vous expliquer un peu mieux comment, qu'est-ce qu'on fait, nous, exactement, dans cette team, à quoi on sert et comment on s'interface avec tout le reste du cybercentre. Donc, l'idée pour commencer, c'est de vous dire ce que c'est un EDR parce que là, il y a eu beaucoup de lettres, hein, qui sont passées, EPP, EDR, tout ça, mais ça veut dire quoi en fait, exactement? Donc pour comprendre un peu mieux ce qu'est un EDR, je pense qu'il faut revenir à la base de ce qu'était une solution de sécurité et revenir notamment à notre ancien et bon vieux, antivirus. Un antivirus de base, la manière dont ça fonctionne, c'est que ça va rencontrer, donc des fichiers, ça va lire leurs signatures et basé sur ces signatures, si jamais ça correspond à des signatures qui ont été signalées comme étant des potentielles menaces, ça va les bloquer. C'est ce que j'appelle l'automatic remediation dans cette diapo. Et donc l'idée, c'est que ça a été donc utilisé pendant, très longtemps, cette solution-là, mais il a fallu, avec la complexification des différentes attaques, aller un peu plus loin dans cette analyse et c'est là que sont arrivés les EPP, Endpoint Protection Platform. Alors ce que je fais bien sûr, c'est très grosse maille, c'est pour, vous introduire à la notion, mais il y a beaucoup de complexité là-dedans. Donc si jamais, vous avez des questions par la suite ou si vous êtes intéressé par le sujet, n'hésitez pas à venir, faire un tour là où, a dit justement, Stéphane qu'on était, à l'étage 3. Mais là, je vais vraiment vous faire une description, assez globale, pour comprendre un petit peu mieux. Donc qu'est-ce qu'on a ajouté à cet antivirus pour que ça devienne un EPP? Eh ben, on a pris en compte le fait que des documents, des fichiers pouvaient avoir des comportements, sur, leur environnement qui pouvaient témoigner d'une attaque. Et là, c'est plus seulement le fichier lui-même, qui est problématique, mais ses actions, autour de lui. Et donc, c'est là qu'arrivent, les, EPP, de base avec, justement toujours cette notion de quand on détecte une menace, on la remédie automatiquement. Bien sûr, aujourd'hui, les EPP ont énormément évolué. Il y a beaucoup plus de choses qui sont possibles, notamment au niveau, du réseau, au niveau firewall, au niveau aussi, des navigateurs. Donc ça s'est beaucoup élargi depuis, mais de base, c'était ça un peu qui a fait, la distinction. Et donc les EDR ensuite, ça a été en fait, la clé, ça a été de prendre en compte l'humain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est dit: «Bon, c'est très bien quand il y a des, fichiers qui arrivent quelque part, on est, en mesure, de détecter s'il y a un problème. Mais par contre, si c'est un humain qui fait des actions, qui peuvent témoigner d'une attaque, comment est-ce qu'on fait?» C'est là qu'interviennent les EDR. L'idée, ça a été donc, d'essayer de voir dans les comportements humains, qu'est-ce qui pouvait témoigner d'une potentielle attaque et non seulement de continuer de remédier automatiquement, mais aussi de permettre de donner la main à des personnes pour faire de la remédiation. Et donc ça a été justement le point, clé dans, dans la création, de l'EDR. Alors maintenant, la distinction entre, EPP et EDR, est de plus en plus floue. Il y a des EDR qui, font de l'EPP, il y a des EPP qui font de l'EDR. Il y en a qui ajoutent, d'autres notions, donc c'est très complexe et ça dépend beaucoup des solutions. Mais l'idée, voilà, c'est que de base, ça s'est construit comme ça historiquement. Donc, pourquoi je vous parle d'EPP et d'EDR beaucoup? C'est parce qu'en fait, c'est 2 équipes qui sont au sein du service, qu'a décrit justement, Stéphane. Et donc, l'idée, c'est que c'est 2 services qui sont intrinsèquement très liés et on est en train justement de faire des échanges entre les équipes comme le disait Stéphane. Donc, l'idée, c'était aussi de vous faire, ce parallèle entre les 2. Donc, actuellement, ce qu'il faut savoir, c'est que le PP va vraiment être sur toute, la partie vraiment automatique où, on essaie de détecter et de ne pas avoir, l'influence de l'humain dessus. Vraiment, on va faire en sorte que la solution gère vraiment, les menaces, alors que l'EDR, on laisse la main justement à l'humain pour, les situations qui sont peut-être un peu plus complexes. Donc c'est pas l'idée qu'il y a une solution qui est meilleure qu'une autre, c'est que les 2 se complètent et qu'ensemble, c'est le fait qu'elles soient ensemble qui va permettre d'avoir une couverture vraiment,
complète face à des menaces. Donc nous, en tant que team EDR, où est-ce qu'on s'interface au sein de Sopra Steria? Quand il y a une attaque, alors là, je vous ai fait vraiment un schéma très simplifié de comment ça se passe. Ça peut dépendre des clients, ça peut dépendre de nos process, mais l'idée, c'est que normalement, on a une attaque. Et cette attaque a passé les étapes, les couches EPP dont je vous parlais avant. Donc c'est une attaque normalement complexe qui est peut-être justement faite par une personne qui, par exemple, s'est introduit dans un réseau en volant les credentials de quelqu'un. Et donc cette attaque, c'est l'EDR qui va la détecter. Et c'est lui qui va, en utilisant son intelligence, lever des alertes. Donc ça, c'est la première étape, l'étape EDR detection. Et ça, nous, on s'interface ici parce que le but, c'est de faire en sorte que cette solution soit maintenue et qu'elle soit toujours en mesure de détecter les attaques. Ensuite, on a l'analyse de ces alertes. Donc, c'est, comme je vous disais, c'est l'action humaine dont on avait besoin. Et ça, c'est les équipes détecte qui sont généralement en charge de le faire. Et donc, elles vont faire l'analyse de ces alertes et notamment utiliser l'interface de l'EDR pour faire ça, en par exemple faisant de l'intégration des criticités de différentes menaces, en faisant du blacklisting et justement en indiquant si les alertes ont été gérées ou pas pour garder une trace de ce qui a été fait. Ensuite, quand l'attaque est en cours ou quand elle a été faite, l'idée est de comprendre un petit peu mieux ses enjeux et donc c'est là que la team investigation intervient. L'idée est de savoir qu'est-ce qui se passe et comment est-ce qu'on y remédie. C'est là donc que l'équipe, c'est l'équipe plutôt Invest qui va utiliser le DR en justement soit faisant de ce qu'on appelle du hunting. L'idée donc est de parcourir le parc à la recherche de plein de logs pour essayer de trouver les informations qui pourraient nous indiquer qu'est-ce qui se passe. Et aussi le fait de pouvoir justement faire des interventions, récupérer des informations en utilisant notamment le remote shell. De là, il y a une remédiation manuelle qui peut intervenir, c'est pas toujours le cas, mais une remédiation manuelle, donc ça peut être isoler une machine d'un réseau. Et enfin, de là, on peut ou pas, ça dépend, toujours des cas de figure, implémenter justement une automatisation de tout ce qui s'est, déroulé là, pour que par la suite, il n'y ait plus besoin d'avoir l'action, humaine. Mais des fois, ce n'est pas suffisant, il faut quand même toujours, la vérification d'un humain. À côté, on a la CTI qui, elle, fait des recherches constantes sur les nouvelles vulnérabilités et les nouvelles menaces et qui donc peut mettre à jour, toute la base de données, de l'EDR, pour, détecter toujours mieux les menaces actuelles. Et donc tout ça prend place dans un cycle, et donc c'est pour montrer justement qu'on intervient avec énormément, d'équipes et que le DR, est, un petit peu la pièce, maîtresse, de tout ce fonctionnement-là, tout cet engrenage. Donc je dis «nous» depuis tout à l'heure, mais qui on est? En soi, on est une dizaine de personnes actuellement, donc l'équipe a bien grandi, depuis, 1 an. C'est une équipe, toute jeune, enfin plus d'1 an maintenant, pratiquement 1 an et demi. Et donc, on est situé à la fois sur, Paris et sur Toulouse et on a, actuellement un large panel, de solutions sur lesquelles, on travaille, que j'ai, montré ici, sur cet écran. Et l'idée donc, pour nous a été de répartir un petit peu ces solutions, auprès des différentes personnes pour pouvoir, intervenir, auprès des différents clients. On a commencé également à faire de la solution EPP du fait que, comme on le disait, les équipes EPP et EDR sont amenées à travailler de plus en plus, ensemble et de fait, on a aussi, la solution Silence, qui fait partie des solutions, qu'on a à disposition. On a aussi, Pauline et Stan qui font partie des équipes, à la base, dédiées EPP dédiées à Airbus et qui nous ont rejoints en partie, en mi-temps sur la team EDR. J'ai entendu quelqu'un parler. Est-ce qu'il y avait une question? Non, c'était une erreur. Eh bien, très bien, je vais continuer dans ce cas-là. Il faut savoir que, toutes les personnes, qui sont là sont très gentilles, donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir parce que, voilà, on est super. Au niveau du service que, on met à disposition, l'idée est d'accompagner un client du début jusqu'à la fin dans sa mise en place et son maintien d'une solution EDR. C'est pour ça qu'on va plutôt aller vers des clients grands comptes parce que c'est plutôt ce type d'entreprises-là qui ont le plus besoin des EDR. L'idée donc est au début de faire une analyse des besoins
du client. C'est le requirements analysis. Le but, c'est vraiment de comprendre, qu'est-ce qui fait que le client, a un besoin d'EDR et quel type d'EDR il a besoin. Si ça se trouve, il ne peut pas, heu, mettre ses logs n'importe où, il ne peut pas, du coup, avoir une solution, qui vient, par exemple, des États-Unis. Il aura besoin d'une solution qui se prête, aux normes RGPD, donc on va lui conseiller plutôt des solutions souveraines, ce genre de choses. Donc l'idée est de construire avec le client vraiment un catalogue de ses besoins et de là, se baser sur ça pour lui proposer les meilleures solutions, possibles. On a justement des outils, comme le montrait, Stéphane, qui, permettent de répondre, facilement à ces questions. Ensuite, on peut, donc ça, c'était les 2 parties, c'était, l'analyse des besoins et le choix de la solution et ensuite, on propose de poker, la solution chez le client pour voir si c'est cohérent avec, tous ses requirements et son environnement aussi et donc, de là, on fait en sorte, justement de pouvoir valider tout et que tous les feux soient verts pour que quand la solution est vraiment déployée, on ait aucun problème. Ensuite donc, le déploiement dont je parlais, c'est la phase de build, où justement on met en place toutes les configurations, donc on voit toutes les contraintes du client et on essaye d'adapter la solution à ça. Et enfin, il y a le service de run dont je vais vous parler un peu plus en détail dans la slide d'après. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on aime bien être rigoureux, on ne se lance pas dans dans l'inconnu. Donc, généralement, toutes les solutions qu'on propose aux clients sont des solutions qu'on a pu déjà tester ou alors c'est l'occasion pour nous, de les tester. Mais on ne va jamais faire un build sur une solution qu'on n'a pas poké d'abord. Ce ne serait pas compliance et je pense que pas mal d'entre vous s'en doutent. Et donc en quoi consiste un run EDR plus précisément? Parce que ça compose la majorité finalement de notre activité, c'est de faire en sorte que toutes ces solutions qu'on a poussées chez le client, qu'on a recommandées au client, que sur la durée, elles soient au maximum de leur capacité fonctionnelle, mais aussi qu'elles soient au top de la sécurité. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire en tant que team EDR? On va faire en sorte de faire ce qu'on appelle un maintien en condition opérationnelle. Donc le but, c'est de faire en sorte que tous les upgrades, soient faits pour que la solution soit toujours mise à jour. Toujours en qualifiant bien sûr, les 10 upgrades. On ne voudrait pas qu'il y ait des problèmes, durant les changements qu'on met en place. Ensuite, on a toute une partie de réponse à incident où bien sûr, le but, c'est que si jamais il y a une prod qui est bloquée ou si jamais, il y a un module qui ne marche pas, nous, on soit là en support et qu'on remédie justement à ça pour qu'il n'y ait pas de problème sur la solution et que si à un moment donné, il y a une attaque, la solution soit au top de ses, capacités. Enfin, on a toute une partie de support au client qui, consiste à justement, faire, toutes les actions, les petites actions sur la console pour adapter la console à leur parc, notamment faire des exclusions. Et il y a aussi, le fait justement de répondre à leurs questions si jamais, ils font eux-mêmes leur, run côté SOC. Donc, si jamais eux-mêmes ils font leur détection et tout ce genre de choses, on peut justement, répondre à leurs questions pour, l'utilisation de la console. Et enfin, toute une partie MCS, donc maintien en conditions de sécurité, qui nécessite, d'être toujours force de proposition auprès du client et de faire en sorte que de pouvoir leur recommander les nouveaux modules, de pouvoir les tester, de pouvoir les pousser et de pouvoir justement, pousser les recommandations aux clients. Des fois, il y a des CVE aussi qui sortent, donc faire en sorte que celles-ci soient patchées. Donc vraiment être force de proposition pour que le parc soit le plus sécurisé possible. Et enfin, on a tout un pan, qui est dédié, au security consulting. Donc l'idée, c'est que nous, notre idéal, en tant que team EDR, c'est de partir, du consulting jusqu'au run et de garder le run. L'idée, c'est de vouloir le client. Mais il arrive des fois que parce que, le client a déjà une solution et qu'il veut la changer ou parce que, le client, justement n'est pas encore sûr et veut faire un appel d'offres, qu'on ait besoin de faire des, petits projets sporadiques, pour, répondre à leurs besoins et donc ça, c'est ce qu'on appelle le security consulting. Donc on a aussi une valeur de consultant sécurité et spécialisé dans les EDR auprès des différents clients et prospects qu'on peut avoir. Donc dans les différentes solutions qu'on peut faire, on retrouve le POC dont je vous avais parlé et aussi le benchmark ou la comparaison de solutions parce que benchmark et comparaison, c'est pas pareil. Des fois, les clients ont déjà une solution et il faut juste, essayer de faire le comparatif avec une autre solution pour voir si ça vaut le coup de la changer ou pas et mais on a aussi les audits de console qui permettent, justement de faire un constat sur la console si celle-ci est au
maximum de ses capacités en termes de sécurité, s'il y a des changements à faire, si le parc est conforme et ainsi de faire nos recommandations. Donc on a aussi, cette casquette-là, de consultant, si jamais il y a des clients qui ont besoin. Et donc concernant la stratégie EDR et promis c'est la dernière ligne droite, après vous pouvez aller manger. Nous, comme je vous disais, on a un large panel de, solutions, qu'on gère, toutes avec, un certain niveau de maturité. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, SentinelOne et Tetris sont à ce jour, les partenariats, identifiés, de Sopra Steria. Donc ça veut dire qu'on a une solution souveraine et une solution SaaS qui sont toutes les 2 donc, nos solutions, de «prédilection» entre guillemets. Mais du fait de la demande client, on en a d'autres qui sont venus sur le tapis qu'on a pu tester, notamment Cortex et Defender, qui ont fait, allègrement leurs preuves. Et donc Silence, comme je vous disais, même si c'est la partie, plus EPP. Et actuellement, sur la stratégie 2023, on fait en sorte de pouvoir tester, Arfanglab, en priorité car, on a des sujets justement qui se sont lancés là-dessus. Mais on va aussi, essayer, d'avoir un peu plus de visu sur, CrowdStrike, Trendmicro, Trellix et Cybereason. Carbon Black, on est encore en train actuellement, de faire des tests. Et alors, ça va peut-être vous sembler étonnant, parce que FireEye est un peu partout dans cette présentation depuis le début. Mais FireEye, justement, notre stratégie, de 2023, de 2024 et plus loin, c'était d'essayer de faire en sorte de plus l'avoir parce qu'elle a allègrement fait ses preuves du fait qu'elle ne marche pas, quoi. On sait à quoi s'en tenir avec, cette solution et de fait, on essaie au maximum de faire migrer les clients, vers d'autres solutions qui sont sur le marché beaucoup plus pertinentes. Mais on a quand même pas mal de clients qui sont encore sur FireEye, qui n'ont pas forcément la possibilité de changer, donc on le garde quand même dans notre scope et on reste quand même au fait justement sur cette solution. On l'abandonne pas complètement, mais ce serait l'objectif à terme. Et enfin, et je terminerai là-dessus, au niveau des différents clients qu'a pu déjà vous, proposer, enfin vous présenter, Stéphane, on a donc, on en a pas mal, mine de rien et justement, qui sont, sur les différentes phases. Donc, je ne vais pas forcément passer sur chacun d'entre eux, mais l'idée c'est qu'actuellement, comme il disait, on a SNCF et aussi Airbus qui sont en train d'être en reprise de run. Donc ça, c'est, un peu les 2 gros bébés de cette année 2023 et sur lesquels on met beaucoup d'énergie. On a aussi, alors CLS, je suis en train de voir, normalement il est censé être en run, excusez-moi pour cet oubli. Et on a aussi, donc des POC qui sont faits, comme je disais, sur Arfanglab, mais aussi, sur le client, Sopra Steria, ICS, sur des solutions justement que je vous disais qui sont partenaires, pour essayer de voir laquelle correspond, le mieux. Donc beaucoup d'activités, beaucoup de diversité aussi, donc c'est ça qui est intéressant avec la team EDR, c'est qu'on a beaucoup de choses à faire et beaucoup de types, d'activités, qu'on peut faire. Donc on peut aussi, orienter, comme on veut, ce qu'on fait. Donc, comme promis, je termine là-dessus. N'hésitez pas si vous avez des questions et si vous voulez venir nous voir, contrairement à ce que certains ont dit, notre coin, d'open space est tout à fait acceptable et n'est pas le coin le plus sombre et le plus froid du cybercentre. Je remercierai les rageux de ne pas me contredire là-dessus. Donc, si jamais, vous voulez venir nous voir, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci Clara, super. Je rajouterais quelque chose si vous voulez venir nous voir, mais aussi nous rejoindre. Parce que la partie EDR, c'est la partie sur laquelle j'ai la plus forte croissance quasiment. Il ne se passe pas un mois sans que j'ai pas une propale EDR, enfin pas une propale, mais un TRD, enfin un RFP pardon, sur la partie EDR. Et à pouvoir adresser et grossir, en fait, j'ai besoin de ressources humaines. J'ai besoin de bras pour aider Clara et son équipe à grossir, à prendre un peu de marché supplémentaire. Donc, n'hésitez pas. Effectivement, il fait bon au 3e étage. Il y a une bonne manager et un bon product manager. Vous serez accueillis avec dignité et avec bienveillance. En tout cas, venez nous rejoindre. Voilà. Et je crois qu'il y a une question. Enfin, quelqu'un avait la main. Oui, c'est, Philippe qui lève la main. Si tu peux, soit couper ton micro, enfin, soit mettre ton Je coupe. micro. Hop. Ouvrir. Moi, j'avais une question. Est-ce que vous avez des solutions pour gérer la problématique des droits administrateurs sur les postes clients? Parce que c'est vrai que, par exemple, chez Sopra, on a déployé un EDR sur nos postes, mais on a tout le temps des droits admin.
Et est-ce que cette problématique peut vraiment être traitée facilement Ça dépend, c'est-à-dire qu'il y a des solutions qui le permettent et d'autres qui ne le permettent pas. Donc ça dépend vraiment du cas de figure. On essaye au maximum de limiter les droits, quand même pour justement éviter les débordements. C'est le principe de la politique zéro trust, quoi. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, on va dire oui. Non, mais vas-y, du coup, tu peux reformuler si tu veux, j'ai peut-être pas compris juste. Non, mais je sais pas si vous avez un exemple concret, après vous en avez peut-être pas forcément. Justement, sur un cas client où il y avait des droits ouverts à tout le monde et vous avez commencé à restreindre. Et est-ce que ça a généré des problèmes ou par exemple des équipes qui ont pu ça les a comment dire retardés dans leur façon de fonctionner. On s'est retrouvé avec un service qui devait gérer plusieurs requêtes parce que on avait des profils, je sais pas, de développeurs avec des demandes vraiment très diverses, ce genre de choses. Je sais pas si vous avez déjà été en face de ce genre de cas. Hem, alors, attendez, parce que attends, je suis spammée, de tous les côtés. Du coup, l'idée c'est j'avais pas compris, je croyais que tu parlais d'EDR, mais l'idée c'est plutôt au niveau des postes, en fait. C'est, la gestion des droits au niveau des postes, c'est ça? Ouais, je me dis, c'est vrai qu'avant de mettre un EDR, est-ce que restreindre la politique au niveau des postes, ça empêche, ça ralentit peut-être des logiciels malveillants qui pourraient être exécutés suite au téléchargement sur Internet Tout à fait, mais, Alors, on est s sur un concept en fait plus large que l'EDR. On est sur du hardening au niveau du poste de travail. Donc là, c'est plus pour chaque client. Bon, parfois, on fait du consulting là-dessus, hein, pour du hardening sur une configuration et préconiser des choses. Effectivement, c'est un peu la base, hein, de ne pas avoir le droit admin sur. Et après, on a des outils par contre qui permettent de faire de l'escalation, enfin de l'escalade de privilèges, type CyberArk, ce genre de choses, pour éviter de bloquer la production, par exemple. Voilà. Tout en assurant un niveau de sécurité et un hardening de la configuration du poste de travail le plus efficace possible. Donc c'est pas du côté EDR en fait, pour le coup. Ok. est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux Bah, en il y a poser là, une deuxième, hein, il y a pas de mais souci. est-ce que vous avez un cas, justement, un cas concret où le DR a détecté des attaques, un retour d'expérience, un exemple, où justement une attaque a été bloquée par le DR et s'il n'avait pas été là, ça aurait certainement continué. Alors, j'essaie d'en trouver un qui me vient en tête. Le 1er qui me vient en tête, justement, c'est la crise, qu'il y a eu, il y a quelques années à Sopra, mais j'étais malheureusement pas là, donc je peux pas forcément, en parler sur le détail. C'est Log4j, non? Bah, Log4j en soi, c'était pas forcément l'EDR qui l'a détecté, c'est, Log4j, le principe, c'est que la CVE a été donc données, et de là, on s'est basé là-dessus pour déployer sur les EDR. Donc en fait, les EDR ont aidé à couvrir là-dessus, mais on n'a pas forcément de retour sur expérience de ça, finalement. Non, ce serait plus des équipes de Detect qui pourraient répondre Ouais, c'est ça. à ta question de manière précise. Parce que les alertes, c'est eux qui les traitent au niveau du SOC. Après, c'est un point d'amélioration aussi à faire de notre côté. C'est qu'on ait une boucle de feedback plus importante sur le côté vraiment métier cyber lié aux EDR. Donc on y travaille avec Clara et son équipe pour justement essayer de monter en compétence, nous, côté MSSP EDR, sur la partie vraiment détection, sans empiéter sur les plates-bandes de détect. C'est un métier à part entière. Voilà. Comme on grossit, on ne peut pas être bon partout, c'est pas possible. Donc il faut répartir les tâches et après organiser le lien entre les différentes équipes. Donc loin de moi l'idée de prendre le métier détect, mais en tout cas de comprendre et d'avoir un retour, un feedback sur les alertes détectées, notamment sur la partie EDR, ça m'intéresse effectivement.
Après justement, c'est un peu difficile de répondre à cette question parce qu'en fait, il y a des détections, assez régulièrement et il y a Il y a des tout le actions temps. qui se sont faites, un peu tout le temps. C'est j'ai un peu envie de dire que Detect, c'est les héros, de l'ombre quoi. C'est-à-dire qu'il y a constamment des actions qui sont faites, sur les différents parcs, je pense à DSI actuellement parce que c'est en interne et que Mmh. c'est là où on a le plus, de billes, côté Detect. Mais en gros, il y a constamment, justement des logiciels malveillants qui sont détectés, au niveau de certaines machines et donc celles-ci sont isolées pour éviter la propagation et de fait, il y a pas de problème. Donc c'est jamais vraiment des énormes crises parce que c'est un espèce de déblayage au quotidien. Alors souvent, quand on est associé, c'est quand il y a l'intégration d'IOC à faire sur les EDR. Essayer d'intégrer ça. Voilà. Si je peux apporter un peu ma pierre à l'édifice, André Twinkle, bonjour à tous. Salut André. Ouais, salut Stéphane, salut à tout le monde. Ouais, c'était une très bonne question. Moi, je me souviens, je n'avais pas participé de très près. Il y avait un projet comme ça de remplacement dans ma précédente boîte d'une solution. Le client avait senti que la solution, c'était un produit de Trendweco, hein, perdait un peu de l'efficacité par rapport aux concurrents sur le terrain. Et du coup, il avait lancé comme ça un POC pour remplacer la solution. Et pendant qu'on démarrait, vous savez, je n'avais pas fait partie de l'équipe, pendant que le démarrage du POC était en cours, il subissait une attaque, ce qui avait fait accélérer effectivement la sortie de cette solution. C'était Trend à l'époque, pour le remplacer par Sentinel-One. Pour dire qu'effectivement, l'époque entre les solutions, ils sont très importants. Ça permet aussi de mesurer l'efficacité des solutions EDR ou XDR parmi elles, parce que toutes ne sont pas aussi efficaces. Et toute la question derrière de savoir est-ce que peut-être une solution peut parer à toutes les attaques, non, elle ne pourra pas parer à toutes les attaques. Mais les actions qu'on aura mises en place, que ce soit la veille à travers les IRC, les indicateurs de compromission, à travers la gestion des vulnérabilités, c'est tous ces ensembles d'actions qui vont amener à réduire systématiquement le risque. Mais le risque zéro n'existe pas. Vous pouvez très bien avoir une solution et vous prendre une attaque. La question, c'est qu'est-ce que vous faites dans la prévention, voilà, comment vous monitorez tout ça. Donc oui, c'est possible, mais avec une bonne solution, on a le temps de voir l'attaque arriver. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu ou apporté un peu quelques précisions. Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, André, généralement, quand on a une crise cyber qui se déclenche, le premier élément qu'on installe sur le parc, on demande d'installer sur le parc, c'est un EDR, s'il n'est pas déjà installé. Voilà. Donc, il y a des clients, je ne citerai pas de nom, mais sur lesquels ils ont fait appel à nous parce que c'était une crise qui démarrait. Et première action qu'on fait, c'est installer un EDR pour justement avoir des remontées d'infos et savoir, avoir des métriques en fait, qui permettent de savoir ce qui se passe. Voilà, sans ça, on est aveugle. C'est un peu pour rebondir aussi sur le fait que l'EDR, c'est vraiment pas la pierre angulaire, mais en tout cas, c'est l'élément de base, de départ de la détection et de la réponse à incident derrière. Enfin, un des éléments, pas le seul. Exactement. Voilà. J'avais une troisième question. Si. Yes, vas-y, fais-toi plaisir. Parce que moi, j'ai eu le retour que ces outils étaient quand même très intrusifs dans le fonctionnement du poste client. Et quid des ressources et des incompatibilités qu'on peut avoir peut-être avec des logiciels après activation de ces solutions. Alors, le PP, oui. Enfin, vas-y, Clara. ça dépend, oui, il y a des solutions qui peuvent être, c'est quand même, une solution un peu lourde dans le sens où elle monitore, pas mal, de choses auprès des différents parcs. Donc en fait, oui, il y a cette notion-là, mais normalement les solutions sont optimisées pour, justement être les moins, invasives possibles et c'est là que justement, moi j'ai fait ma petite note sur FireEye. On sait que par exemple FireEye, il y a beaucoup de soucis de performance là-dessus, alors qu'on a beaucoup moins de retours, par exemple, sur, Sentinel-One. Donc en fait, ça va dépendre, premièrement de la solution et ensuite il y a tout un pan en fait, aussi de configuration. C'est-à-dire que forcément, il y a les serveurs où il y a beaucoup d'activités, l'EDR du coup, il va remonter beaucoup de choses et du coup, il y a moyen de pouvoir optimiser ça et pour ça, on peut, justement indiquer quel type de log on veut faire remonter et est-ce qu'on veut forcément monitorer tous les dossiers? C'est le principe des exclusions et c'est ce qui fait que justement, sur les serveurs un petit peu critiques,
en termes de performance et de prod, on va essayer justement, de réduire un petit peu cette intrusivité-là, qui déjà de base, comme je dis, selon les solutions, n'est pas le même, hein. Mais quand, justement ça peut poser problème, on a une, marge de manœuvre en utilisant justement, en optimisant, en faisant des exclusions et en disant ce qu'on veut faire remonter. Donc c'est quelque chose qui se gère. C'est quelque chose qui se gère très bien. Après, il y a la différence entre EPP et EDR. L'EDR, généralement, va détecter et après la remédiation, soit elle est automatisée, mais dans ce cas-là, on sait pourquoi, etc. et c'était anticipé. Mais il n'y a pas de blocage de la prod via un EDR. Par contre, un EPP, en termes de déploiement, par exemple, d'agents, c'est beaucoup plus touchy parce que potentiellement, s'il détecte une charge virale et que cette charge virale s'avère être un faux positif, bah, il la met en quarantaine, il ne cherche pas à comprendre le PP. Donc, dans ce cas-là, il y a la prod qui s'arrête. Et c'est beaucoup plus intrusif, en fait, de ce point de vue-là, un EPP qu'un EDR. Donc après, ça se travaille, Et hein. Il y a ça des aussi, ça se exclusions, etc., etc. configure, hein. Voilà, c'est Voilà, c'est configuré, ça. Ça effectivement. aussi, ça se configure et ça aussi, ça se fait bien généralement. Mais alors, d'expérience, ça se fait plus par réaction que par anticipation. Voilà. Il devrait y avoir des process, hein, c'est toujours une question de process, hein, à mettre en place pour anticiper justement les faux positifs et avoir une liste d'applications ou d'exécutables dûment autorisés et tamponnés par la DSI, qui sont des exécutables propres à leur métier. Mais c'est rarement le cas en fait dans les entreprises. Donc c'est plus en réaction en fait où on se dépêche, nous, MSSP, EPP pour le coup, d'aller contacter l'éditeur pour voir rapidement intégrer dans le produit une exclusion pérenne. Et puis en attendant, on clique sur accepter au niveau central, au niveau de la console centrale. Voilà. Mais il faut être faut être réactif sur le coup, parce qu'il y a un arrêt de prod à l'autre bout de la chaîne. D'où le fait, je ne l'ai pas précisé, qu'on a aussi un service, on a aussi un service 24/7 chez certains clients qui fait qu'on a des astreintes pour, justement gérer ce genre de problématique. Parce qu'on a conscience que ça peut intervenir, à des moments inopportuns. Est-ce que tu avais d'autres questions, Philippe, ou est-ce que quelqu'un d'autre avait d'autres questions? Alors, j'aurais bien une autre question. Let's go. Après, je sais pas, Ben, Loïc, ça va être à toi de Ouais, cadrer un peu. Ouais, le timekeeper, ouais, parce c'est que ça exactement. les gens prennent des activités à 14h, donc après, voilà. Une dernière question et après je peux libérer tout le monde pour aller manger. Et Voilà. puis si Allez. tu veux, Philippe, tu Et- pourras venir, voir, soit nous faire des mails avec tes questions, soit venir nous voir directement, sur site, si jamais tu veux qu'on te réponde plus, ce sera avec grand plaisir. avec plaisir. Mais vas-y, du coup, je t'invite à poser ta dernière question. Et ouais, moi, je me pose la question sur les droits nécessaires à ces solutions pour s'exécuter sur le poste client. Et vu que ces solutions vont communiquer avec une solution centrale, est-ce que ça ne peut pas être un vecteur d'attaque, cet outil? Et quelle stratégie on met en place justement pour ne pas se retrouver avec un élément centralisateur entre différentes zones de sécurité qui pourrait être utilisé pour un mouvement latéral? Déjà, le côté centralisé est protégé par le fait que les flux sont généralement unidirectionnels. Ils partent des agents et ils vont vers l'appliance. Donc l'appliance elle-même, la console pardon, je dis appliance, c'est, la console, centralisée, elle ne peut pas communiquer, ne peut pas initier la communication avec les agents. C'est une première partie sur laquelle on protège, justement le parc. Ensuite, si c'est si toute la gestion des droits justement est assez pointue sur la plupart de nos solutions. C'est-à-dire que justement, les droits admin sont très, les droits en fait sont très, scindés les uns avec les autres et les droits admin sont très rares parce que justement c'est un grand pouvoir et de grandes responsabilités et du coup ces comptes-là sont vraiment contraints. Et en plus, il y a une politique, de changement très régulière, de demande de changement très régulière de mot de passe. Donc il y a des expirations de comptes, très rapides qui protègent justement, les solutions pour ça. Donc il y a quand même des choses qui sont mises en place pour, éviter ce genre de situation. Après, c'est globalement le cas pour toutes les solutions de sécurité qui sont basées sur des agents distribués et une console centralisée où le
le leitmotiv des éditeurs, c'est effectivement assurer, alors sans rentrer dans les détails, mais assurer la protection de leurs agents pour éviter d'être eux-mêmes un élément propagateur en fait et vecteur d'attaque. Voilà. Ou les deux. Ça répond à ta question? Oui, merci, merci beaucoup pour vos réponses. Je suis à sec de questions. Bah zut alors. Bon, si t'en as d'autres, Bon, bah, n'hésite pas en tout cas. faut pas hésiter en tout cas à venir nous voir, c'est clair. Mais Ok, je pense- merci beaucoup. Enfin, je te laisse vas-y conclure, Loïc. Voilà. Ben, merci à toi Stéphane et merci à toi Clara et merci à vous d'être venus. Du coup, je vais pouvoir libérer tout le monde et on va pouvoir aller manger tranquillement. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci, bon appétit et bonne journée, bon week-end. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Bye. Merci, au revoir. Bon appétit, au revoir.